Le soleil brûlait sa peau, mais Ada gardait la tête baissée, les mains plongées dans un tas d'ordures au bord de la route. Ses vêtements étaient délavés, ses sandales dépareillées, et ses doigts s'agitaient rapidement, extrayant tout ce qui semblait avoir la moindre valeur. Les passants l'ignoraient, certains se pinçant le nez, d'autres murmurant des commentaires cruels. Mais Ada n'y prêtait pas attention. Son regard était fixé sur un seul objectif, réunir assez d'argent pour payer les frais scolaires de son petit frère avant que les portes ne se ferment pour les retardataires. À quelques mètres, une voiture noire aux vitres teintées était garée sous un arbre. La fenêtre côté conducteur s'ouvrit légèrement, révélant un homme aux yeux perçants et au front plissé, vêtu d'une chemise blanche impeccable. Le milliardaire s'était arrêté par curiosité après avoir remarqué la détermination de la jeune fille à fouiller sans relâche. Il l'observait en silence, intrigué. Quelque chose dans sa posture, à la fois désespérée et résolue, attira son attention. Elle ne mendiait pas. Elle ne pleurait pas. Elle continuait simplement à trier. Ada ignorait qu'on l'observait. Elle essuya la sueur de son front du revers de la main et poursuivit. Puis elle trouva une cuillère en métal, une canette de soda écrasée et une vieille montre-bracelet. Elle les jeta dans son sac en nylon, le cœur battant. Le temps pressait. L'échéance était à midi. Elle se leva, épousseta la poussière de sa jupe et se mit à marcher rapidement. Les yeux du milliardaire la suivirent de près alors qu'il saisissait la poignée de la portière. Ada se précipita dans une casse à proximité, dépassant d'autres ramasseurs arrivés plus tôt. Elle posa son sac sur la balance et attendit, le cœur battant, pendant que l'employé vérifiait les objets. « Ça suffit à peine », grommela l'homme en se grattant le menton. « Il te faut plus de poids si tu veux un bon prix », ajouta-t-il. Ada le supplia, expliquant qu'elle n'avait besoin que d'un peu plus, que son frère serait renvoyé aujourd'hui. L'homme soupira et lui donna une somme moindre que d'habitude. Ce n'était pas assez. Elle fixa l'argent dans sa main, comme si elle voulait le faire se multiplier. Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et courut vers le parking, puis regagna la rue. Il lui restait 45 minutes. Elle connaissait un dernier endroit derrière un restaurant où l'on jetait souvent des bouteilles de soda usagées. Ses sandales claquaient sur le sol tandis qu'elle courait, indifférente au regard et au rire dans son dos. Pendant ce temps, le milliardaire était sorti de sa voiture. Il la suivit discrètement, curieux de ses prochaines actions. Il y avait quelque chose de différent chez cette fille. Elle ne semblait pas à sa place parmi les ordures. Ses yeux portaient de la douleur, mais aussi une détermination. Il ne l'approcha pas. Pas encore. Il voulait voir jusqu'où elle irait. Derrière le restaurant, Ada s'accroupit près des poubelles débordantes, ramassant bouteilles en plastique et canettes comme une machine. Un employé tenta de la chasser, criant à propos de l'odeur et des rats, mais elle l'entendit à peine. Elle travaillait vite, ses gestes précis et désespérés. Le soleil était presque à son zénith. Son corps lui faisait mal, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle pensait à son frère en classe, assis calmement, prétendant ne pas être inquiet. Il ignorait qu'elle se battait pour lui. Le milliardaire l'observait depuis derrière un camion. Il serra la mâchoire en la voyant glisser et se griffer le coude sur une caisse cassée. Elle grimaça, mais ne pleura pas. Au lieu de cela, elle essuya le sang sur sa jupe et continua. Son téléphone vibrait avec des appels de son bureau. Il les ignora tous. Il ne pouvait pas partir maintenant. Quelque chose dans son combat réveillait un souvenir qu'il pensait avoir enfoui. Ada remplit son sac, le pressa contre sa poitrine et s'élança. Il ne lui restait que 15 minutes. Ses pieds étaient couverts d'ampoules, sa gorge était sèche, mais son esprit restait vif. Le milliardaire remonta dans sa voiture et la suivit lentement, prenant soin de ne pas l'effrayer. Sa décision était prise. Cela n'allait pas s'arrêter là. Ada fit irruption dans la casse à nouveau, les mains tremblantes en posant sa nouvelle collecte sur la balance. L'employé leva les yeux, surpris de la voir revenir si vite. « Tu vas t'effondrer un jour », marmonna-t-il, mais elle l'ignora. Les objets furent pesés et évalués. Quand elle compta le total, son visage s'illumina. C'était juste assez. Elle serra l'argent fort, murmura une petite prière et courut vers l'école. À la grille, le gardien la regarda avec suspicion. Elle était échevelée, en sueur et couverte de saleté. Mais quand elle mentionna le nom de son frère, l'homme la laissa entrer.
Le milliardaire se gara de l'autre côté de la rue et la regarda se faufiler à travers la foule d'élèves vers le bureau du comptable. Il se cala dans son siège, hochant la tête pour lui-même. Il avait vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Ada ressortit quelques minutes plus tard, tenant un reçu tamponné. Ses yeux brillaient de soulagement. Elle se tourna pour partir quand son regard croisa celui de l'homme de l'autre côté de la rue. Elle ne le reconnut pas, mais quelque chose dans son regard la figea. Il ne fit pas signe. Il ne sourit pas. Il se contenta de l'observer. Puis, lentement, il démarra son moteur. Le lendemain, Ada retourna dans la rue avec son sac. Elle n'avait pas le temps de se reposer. Les livres de son frère devaient être remplacés, et le loyer était bientôt dû. Elle ne voulait pas qu'il sache ce qu'elle faisait. Elle lui disait qu'elle travaillait dans une boutique. Ce mensonge pesait lourd sur son cœur, mais c'était le seul moyen de protéger son innocence. En approchant du même site d'ordures, quelque chose était différent. L'endroit avait été nettoyé, les poubelles étaient vides, et le tas habituel avait disparu. Elle regarda autour d'elle, confuse, l'esprit en ébullition. Soudain, une voiture noire élégante s'arrêta à côté d'elle. Elle se figea. La fenêtre s'ouvrit, révélant le même homme que la veille. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il calmement. Ada recula, méfiante. « Qui êtes-vous » lança-t-elle sèchement. L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il ouvrit la portière et sortit. « Tu as du feu dans les yeux » dit-il. « Les gens ne le voient pas, mais moi si. Tu ramasses des ordures avec plus de dignité que certains portent des costumes de luxe. J'ai une proposition. » Le cœur d'Ada battait fort. Elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer, mais pas de la manière qu'elle attendait. Les yeux d'Ada se plissèrent à ces paroles. « Je n'ai pas besoin d'aide, » rétorqua-t-elle, reculant. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas faire confiance aux beaux parleurs avec des voitures de luxe. L'homme ne broncha pas. Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Quand tu en auras marre de lutter seul, appelle-moi. Sans condition. » Puis il remonta dans sa voiture et partit, laissant une fine traînée de poussière derrière lui. Elle fixa la carte. Pas de nom, juste un numéro. Son instinct lui disait de la jeter. Mais quelque chose dans sa façon de parler, le calme dans sa voix, restait dans son esprit. Elle fourra la carte dans sa poche et se remit au travail. Sa journée était déjà en retard, et les bouteilles n'allaient pas se ramasser toutes seules. Pourtant, en fouillant dans les ordures, ses doigts frôlaient parfois la carte, comme pour lui rappeler qu'elle était là. Le soir, Ada rentra chez elle, épuisée. Son frère, Junior, l'accueillit à la porte, tout excité, lui montrant ses résultats d'examen. Il était encore premier de sa classe. Elle le serra fort, les larmes menaçant de couler. « Je ferai en sorte que tu continues », murmura-t-elle. Cette nuit-là, allongée sur son mince matelas, elle fixa la carte à nouveau. La curiosité l'emportait sur le doute. Le lendemain matin, Ada se tenait dans une cabine téléphonique, les doigts tremblants en composant le numéro. Ça sonna une fois, puis on décrocha. « Je m'attendais à ton appel », dit l'homme d'une voix douce. Ada se mordit la lèvre. « Qu'est-ce que vous voulez de moi, exactement ?» Il y eut une pause avant qu'il ne réponde. « Je veux t'offrir un travail. » Rien de louche. « Viens voir par toi-même. » Elle hésita. « Où ?» Il lui donna une adresse. Ce n'était pas loin. Ada raccrocha et baissa les yeux sur sa tenue, manches déchirées et jeans poussiéreux. Elle pensa au sourire de Junior. Elle pensa aux menaces du propriétaire. Puis elle prit une profonde inspiration et se mit à marcher. L'adresse menait à une grande grille gardée par des hommes en noir. L'un d'eux la vit et haussa un sourcil. « Vous êtes perdu. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la grille s'ouvrit avec un bourdonnement. Une voix à l'intérieur dit « Elle est attendue. » Ada entra dans la cour lentement. Elle n'avait jamais vu un endroit comme celui-ci en vrai. Le sol brillait, et l'air sentait les roses fraîches. Elle se sentait comme une intruse, mais elle continua à marcher. Le milliardaire l'attendait à l'intérieur, vêtu d'une chemise bleu marine ajustée. « Bienvenue, Ada », dit-il en se levant à son entrée. Elle regarda autour d'elle, l'office rempli d'étagères de livres et de trophées. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-elle, méfiante.
Il sourit. Je fais mes recherches. Cela l'a mis mal à l'aise. Il le remarqua et ajouta, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là pour te contrôler. Juste pour t'offrir quelque chose de mieux. Il expliqua qu'il possédait plusieurs entreprises et que l'une d'elles avait besoin de quelqu'un de fiable pour aider avec l'inventaire. C'était un travail simple, compter, enregistrer, organiser. Aucune expérience requise. Le salaire était plus élevé que tout ce qu'elle avait jamais vu. Pourquoi moi? Demanda-t-elle. Il y a d'autres personnes plus qualifiées. Il se pencha en avant. Parce que tu as lutté plus fort que quiconque que j'ai vu, et tu n'as pas demandé de pitié. Ada resta silencieuse, réfléchissant. Cela semblait trop beau pour être vrai. Mais quelle autre option avait-elle? Ramasser des ordures était noble, mais ce n'était pas assez. Je vais essayer, dit-elle enfin. Le milliardaire hocha la tête. Tu commences demain. Le lendemain matin, Ada arriva tôt. Elle s'était frotté les mains jusqu'à ce qu'elles soient rouges et portait sa tenue la plus propre. Une femme grande, nommée Mera, l'accueillit avec un porte-bloc. « Tu es la nouvelle assistante ?» demanda-t-elle, scrutant Ada avec scepticisme. « Suis-moi. » Mera n'était pas chaleureuse, mais elle expliqua le travail clairement. Boîte, registre, entrée de stock, tout devait être parfait. Ada comprit vite. Son esprit était vif, et bien que les tâches fussent nouvelles, elle apprenait rapidement. À midi, Mera commença à l'observer avec un respect à contre-cœur. Pas mal, marmonna-t-elle. Ada esquissa un sourire, mais ne répondit pas. Elle voulait se prouver par ses actions, pas par des mots. Ce soir-là, le milliardaire passa par l'entrepôt et la vit penchée sur une pile de factures. Elle ne le remarqua pas. Il l'observa un moment, puis partit avec un sourire. Elle n'avait aucune idée que sa persévérance silencieuse impressionnait plus de gens qu'elle ne le réalisait. Mais tout le monde n'était pas ravi de sa présence. Une femme nommée Lana, qui travaillait avec le milliardaire depuis des années, remarqua l'attention qu'Ada recevait. Lana avait des vues sur le milliardaire depuis longtemps. Et elle n'aimait pas cette nouvelle venue des rues. C'est juste un cas de charité, railla-t-elle à Mera. Tu verras, elle va bientôt échouer. Mera ne répondit pas. Elle avait vu les efforts d'Ada. Pendant ce temps, la vie d'Ada commença à changer petit à petit. Elle pouvait acheter de nouvelles chaussures à Junior, bien qu'elle lui dise qu'elle venait d'un ami. Elle cessa de ramasser des ordures et commença à économiser. Pourtant, elle ne se laissa pas emporter. Elle se levait tôt, travaillait dur et restait humble. Puis un jour, en triant des articles, Ada trouva une anomalie étrange dans les registres. Quelque chose ne collait pas. Elle en parla à Mera, qui vérifia et pâlit. Une grosse somme avait disparu, mais personne ne l'avait remarqué jusqu'à présent. Et Ada était la seule à l'avoir repérée. Mera informa immédiatement la direction. En quelques heures, la nouvelle parvint au milliardaire. Il convoqua Ada dans son bureau, et elle entra nerveusement, incertaine d'être en difficulté. « Tu as trouvé quelque chose que personne d'autre n'a vu ?» dit-il, tapotant son stylo sur le bureau. « Sais-tu ce que cela signifie ?» Ada secoua lentement la tête. « Cela signifie que quelqu'un de proche me vole depuis des mois. » Il semblait réellement troublé, et Ada ressentit le poids de ce qu'elle avait découvert. « Vous ne m'accusez pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Non, » répondit-il fermement. « En fait, je te fais plus confiance qu'à la plupart maintenant. » Il lui ordonna de ne rien dire pendant qu'il menait une enquête interne. Mais la nouvelle se répandit vite, et Lana, réalisant ce qu'Ada avait découvert, savait qu'elle était en danger. Plus tard ce soir-là, Lana aborda Ada dans la réserve avec un sourire froid. « Tu penses qu'une seule trouvaille te rend spéciale ?» siffla-t-elle. « Tu ne sais pas comment ça fonctionne ici. Les gens comme toi ne durent pas longtemps. » Ada tint bon, même si la peur lui picotait la peau. Elle ne reculerait pas. Pas quand l'avenir de son frère dépendait de cela. Les jours suivants furent tendus. Des auditeurs arrivèrent, les ordinateurs furent vérifiés, et le personnel fut interrogé discrètement. Ada garda la tête basse, travaillant encore plus dur. Mais bientôt, quelqu'un glissa une note haineuse dans son casier. « Retourne d'où tu viens. » Elle la tint dans sa main, fixant l'écriture. Ce n'était plus seulement de la jalousie. C'était de la haine.
Le milliardaire la convoqua à nouveau et s'excusa. Tout le monde n'aime pas le changement, dit-il. Mais je m'en fiche. Tu as montré de l'intégrité. C'est rare. Elle sentit une boule dans sa gorge, mais la repoussa. Merci, monsieur. Il se pencha en avant. À propos, appelle-moi Malik. Elle hésita, puis hocha la tête. Merci, Malik. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'arrêta à un stand de nourriture et acheta un repas chaud pour Junior. Le garçon la serra dans ses bras, son sourire large et innocent. Ada lui rendit son sourire, mais ses pensées s'emballaient. Si quelqu'un la détestait assez pour écrire des menaces, de quoi d'autre était-il capable? Les résultats de l'audit arrivèrent. Lana fut prise la main dans le sac. Elle avait détourné de l'argent en utilisant de fausses entrées de fournisseurs, masquant ses traces avec des ajustements habiles. Mais l'œil vif d'Ada avait perturbé son plan. Malik la licencia immédiatement devant plusieurs employés. Lana ne partit pas calmement. Elle cria, jura et lança même une agrafeuse avant d'être escortée dehors. Tout le monde était choqué, mais la plupart étaient secrètement soulagés. Les rumeurs sur l'arrogance de Lana circulaient depuis des années, mais personne n'avait osé l'affronter jusqu'à l'arrivée d'Ada. Mera, désormais ouvertement respectueuse, prit Ada à part. « Tu as fait quelque chose de grand », murmura-t-elle. « Ne laisse plus personne te faire sentir petite. » Ada devint une sorte de héros silencieux dans l'entreprise. Mais elle ne changea jamais. Elle continuait à balayer le sol avant de commencer à travailler, donnait toujours le meilleur à Junior. Malik l'observait souvent de loin. Elle l'intriguait, non seulement pour sa résilience, mais parce qu'elle ne demandait jamais rien, tout en donnant tant. Un après-midi, Malik invita Ada à déjeuner dans une section privée du bâtiment. Elle hésita avant d'accepter. Ils s'assirent face à face à une table élégante. « Parle-moi de toi », dit-il. Ada baissa les yeux. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il attendit patiemment, et lentement, elle s'ouvrit sur la mort de ses parents, sur le fait d'élever Junior et de survivre en ramassant des ordures. Malik écouta attentivement, sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut fini, il dit « Tu as porté trop de choses seule. » Elle haussa les épaules. « Si ce n'est pas moi, qui le fera ?» Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était plus seulement de l'admiration. C'était personnel. Mais il garda un ton léger. « Tu mérites mieux. » Après le déjeuner, elle retourna à son bureau et trouva une nouvelle calculatrice, une chaise confortable et une note. Pour la femme qui voit ce que les autres manquent. Elle sourit et glissa la note dans sa poche. Elle commençait à refaire confiance, lentement. Mera vint voir Ada un matin avec une invitation. « Le patron veut que tu assistes à une réunion stratégique, » dit-elle. Ada cligna des yeux. « Moi? Pourquoi ?» Mera haussa les épaules. « Il a dit que tu vois les choses différemment. » Nerveusement, Ada entra dans une salle remplie d'hommes et de femmes en costume. Elle se sentait déplacée, mais quand Malik lui fit un signe de tête, elle redressa les épaules et écouta. Pendant la réunion, alors que d'autres discutaient de l'expansion, Ada leva la main. « Si vous ouvrez de nouvelles succursales, avez-vous pensé à comment prévenir le vol interne dès le départ ?» La salle devint silencieuse. Malik sourit. « Continue. » Elle expliqua des moyens pratiques pour prévenir la fraude dès la base, en utilisant des exemples concrets. À la fin, même les cadres sceptiques hochèrent la tête en signe d'accord. Après la réunion, l'un des cadres supérieurs s'approcha de Malik et demanda « Où l'as-tu trouvée ?» Malik répondit simplement « Elle n'a pas été trouvée. Elle était là, bien visible. » Le monde ne regardait pas. Les jours devinrent plus lumineux pour Ada. Elle emménagea dans un meilleur appartement avec Junior, un où le toit ne fuyait pas et les murs n'étaient pas fissurés. Elle ne dit à personne où elle travaillait ni comment les choses avaient changé. Les gens de son ancien quartier remarquèrent le changement, mais elle restait humble, les saluant toujours avec respect. Au travail, Malik passait plus de temps avec elle. Parfois, il parlait affaires. D'autres fois, il partageait simplement un thé et riait de souvenirs d'enfance. Un jour, il lui demanda quels étaient ses rêves. Elle le regarda longuement. « Juste que mon frère ait un avenir. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Malik ne répondit pas immédiatement.
Mais une semaine plus tard, il lui tendit une enveloppe scellée. À l'intérieur, il y avait des documents de parrainage complets pour l'école de junior, incluant le logement, les livres et plus encore. Ada fixa l'enveloppe, stupéfaite. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Malik répondit simplement. « Parce que certaines graines méritent un sol fertile pour pousser. » Ada resta figée, l'enveloppe dans les mains. Sa respiration s'arrêta en regardant les documents garantissant l'avenir de son frère. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise d'accepter autant de quelqu'un, surtout de Malik. « C'est trop », murmura-t-elle. Mais Malik sourit seulement. « Tu ramassais des ordures pour payer ses frais scolaires. Laisse-moi ramasser là où le monde t'a laissé tomber. » Cette nuit-là, elle observa Junior dormir paisiblement. Pour une fois, elle ne s'inquiétait pas pour le prochain trimestre scolaire ou d'où viendrait le prochain repas. Mais ce confort n'effaçait pas ses craintes. Que voulait vraiment Malik? Était-ce de la générosité ou quelque chose de plus profond? Ada ne voulait pas avoir l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. Pas après avoir lutté si fort pour se tenir debout seule. Le lendemain matin, elle rendit l'enveloppe. « Pas encore », dit-elle doucement. « Laissez-moi prouver que je peux le mériter. » Malik l'étudia en silence. « Tu l'as déjà prouvé, » dit-il, mais il reprit l'enveloppe. « Alors gagne-le avec un projet, » ajouta-t-il. « Nous lançons une nouvelle entreprise, et je veux que tu diriges les recherches. » Ada cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Moi ?» Il hocha la tête. « Oui, toi. » Le projet était exigeant, avec des attentes élevées et des délais serrés. Ada s'y plongea, déterminée à montrer à Malik qu'elle n'était pas qu'un cas de pitié. Elle restait tard, étudiait des dossiers et interviewait même des clients pour obtenir des informations. Mera était impressionnée, murmurant souvent « Tu deviens une tempête que personne n'attendait. » Ada sourit, mais resta concentrée. Malik n'interférait pas. Il passait occasionnellement, offrant des conseils mais lui laissant de l'espace. Lors de la présentation finale, Ada se tint devant le conseil, les mains légèrement tremblantes. Elle présenta sa proposition avec clarté, cœur et détermination. Quand elle termina, la salle resta silencieuse. Puis vinrent les applaudissements, sincères, bruyants et approbateurs. Ensuite, Malik s'approcha d'elle, les yeux pleins de fierté. « Tu as fait plus que prouver ta valeur, » dit-il. « Tu as changé la façon dont cette entreprise voit les gens. » Ada se sentit submergée, mais forte. Ce soir-là, elle signa un contrat officiel avec un vrai titre et un salaire stable. La ramasseuse d'ordures était devenue une stratège respectée. Mais juste au moment où les choses se stabilisaient, quelqu'un du passé réapparut. Pas une ex, mais la tante éloignée d'Ada. Elle avait entendu parler du nouvel emploi d'Ada et se présenta à son appartement, prétendant s'intéresser à elle. « Ta mère serait fière, » dit-elle doucement. Mais Ada voyait clair dans son jeu. C'était la même femme qui avait pris les maigres économies de ses parents et disparu après leur mort. Pourtant, elle l'invita à entrer, lui offrit à manger et écouta. La femme renifla et prétendit être sans abri, sans emploi et désespérée. « Juste un peu d'aide, » supplia-t-elle. Ada n'eut pas le cœur de refuser complètement, mais elle ne faisait plus confiance facilement. Elle lui donna une petite somme et promit de se renseigner pour du travail. Plus tard ce soir-là, Ada partagea l'histoire avec Malik, qui écouta en silence. « Tu as un cœur tendre, » dit-il. « Mais ne laisse pas la culpabilité noyer tes progrès. » Ada hocha la tête, incertaine d'avoir fait le bon choix. Le lendemain, elle découvrit que sa tante s'était rendue au bureau de Malik, exigeant plus d'argent en son nom. Ada fut humiliée en l'apprenant. Elle fit irruption dans le bâtiment, prête à affronter Malik. « Je ne lui ai pas demandé de venir, » dit-elle fermement. « Elle a utilisé mon nom sans ma permission. » Malik balaya l'incident calmement. « Elle n'a rien obtenu. Je ne récompense pas les mensonges. » Mais il avertit, « Ton succès attirera des ombres. Sois prête. » Ada rentra chez elle et confronta sa tante. « Partez, » dit-elle platement. « Vous m'avez abandonné une fois, vous vous souvenez? Ne faites pas semblant maintenant. » La femme ricana. « Alors, tu penses que tu vaux mieux maintenant parce qu'un homme riche t'aime? »
Ada ne broncha pas. Je pense que je vaux mieux parce que je refuse de devenir comme vous. Avec sa tante partie, Ada se concentra davantage. Son travail commença à apparaître dans des rapports importants. Les notes de Junior s'améliorèrent également, et son professeur commença à le qualifier de génie discret. Les choses s'alignaient lentement, mais la proximité de Malik grandissait aussi. Il l'appelait plus souvent, posait des questions personnelles, s'attardait après les réunions. Ada n'était plus sûre si c'était encore professionnel. Un après-midi, Malik l'invita à une retraite d'entreprise, un petit exercice de cohésion d'équipe au bord d'un lac. Ada déclina poliment. « Je préférerais rester et rattraper du travail », dit-elle. Malik lui lança un long regard. « Le travail sera toujours là. La vie, non. » Les mots restèrent dans son esprit même après son départ. Mera la taquina. « Tu sais qu'il n'est pas juste amical, n'est-ce pas ?» Ada ne répondit pas. Ce soir-là, Malik lui envoya un message. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu. Intrépide, loyal, toujours à donner. Cette personne m'a sauvé de moi-même. » Ada ne savait pas comment répondre. Elle voulait garder ses distances, mais au fond, elle commençait à voir l'homme derrière la richesse, et cela l'effrayait. Cette nuit-là, Junior lui demanda « Tu aimes ton patron ?» Ada fut prise de court. « Pourquoi tu demandes ça ?» Il haussa les épaules. « Il t'aime. Je le vois. » Ada rit, mais son cœur bondit. Elle ne voulait pas risquer tout ce qu'elle avait construit sur des émotions dont elle n'était pas sûre. Le projet qu'Ada dirigeait fut enfin lancé, et ce fut un immense succès. Les ventes augmentèrent, la satisfaction des clients s'envola, et Malik lui donna personnellement le crédit lors de l'assemblée trimestrielle de l'entreprise. Pour la première fois, Ada se tint devant ses collègues, non pas comme une travailleuse de l'ombre, mais comme une force de changement. Après l'événement, Malik l'invita dans son bureau. Il versa 2 verres de jus et lui en tendit un. « Crois-tu au timing ?» demanda-t-il. Ada haussa un sourcil. « Ça dépend de quel genre de timing. » Il sourit. « Le genre où tu rencontres quelqu'un au moment exact où ton cœur a besoin de se réveiller. » Ada fixa son verre, incertaine de comment interpréter ces mots. Malik n'insista pas. « Je ne te demande rien maintenant. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. » Sur ce, il se leva et marcha vers la fenêtre. « Que tu ressentes la même chose ou non, j'admirerai toujours la force que tu portes. » Les jours passèrent, et Ada évita de passer du temps seule avec Malik. Non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle l'aimait. Et cela compliquait tout. Elle se concentra sur Junior, l'aida à préparer son projet scolaire et même alla à la bibliothèque avec lui. Leur petit monde était paisible, simple et sûr. Mais Malik ne disparut pas. Il laissait des fleurs sur son bureau sans nom. Il laissait des notes comme « Tu illumines les coins de cet immeuble ». Même Mera commença à la taquiner doucement. « Il attend. Tu retardes. » Ada finit par craquer. « Et si je perds tout à cause de mes sentiments ?» Mera la regarda. « Ou si tu gagnais tout grâce à l'amour ?» Ce soir-là, Malik se présenta à la grille de son appartement. Sans chauffeur, sans sécurité. Juste lui. « Je ne suis pas là pour te mettre la pression, » dit-il quand elle sortit. « Juste pour te dire que te voir ramasser des ordures ce jour-là m'a changé. Tu m'as rappelé ce qu'est un but. » Ada ne répondit pas, mais ses yeux lui dirent tout. Malik ne se présenta pas au travail les jours suivants. Des rumeurs circulaient. Il était en voyage, malade, en réunion. Ada essayait de ne pas s'en soucier, mais elle s'en préoccupait. Chaque jour, elle vérifiait son téléphone, espérant un message. Quand il arriva enfin, il était court. « Retrouve-moi sur la colline derrière l'entreprise demain à midi. » Curieuse et nerveuse, elle y alla. Malik était là, avec un panier de pique-nique. « Je pensais que tu n'aimais pas les surprises, » dit-elle. Il sourit. « Je ne les aimais pas jusqu'à ce que tu arrives. » Ils s'assirent, mangèrent et parlèrent. Vraiment parlèrent. Pas de titre professionnel, pas d'attente, juste 2 personnes ayant suivi des chemins différents, trouvant un point de rencontre paisible. Il tendit la main vers la sienne lentement. « Je peux attendre éternellement, mais j'espère ne pas avoir à le faire. » Ada ne parla pas.
Elle s'appuya contre son épaule. Aucune promesse ne fut faite, mais quelque chose changea. La fille qui ramassait des ordures ne se sentait plus petite. Elle se sentait vue et aimée. Malik invita Ada et Junior à un dîner tranquille à la campagne. Rien de sophistiqué, juste une pause dans leur routine. L'endroit était paisible, entouré d'arbres avec des lucioles dansant dans le crépuscule. Malik était attentif, faisant rire Junior et regardant Ada comme si elle était la seule personne au monde. Pour une fois, Ada ne réfléchit pas trop. Elle se laissa aller à profiter du moment. En revenant vers la voiture, Malik s'arrêta soudain et se tourna vers Ada. « Je n'ai jamais connu une paix comme celle-ci, dit-il. Pas dans les salles de réunion, pas dans les manoirs, juste ici avec vous deux. » Le cœur d'Ada s'emballa. Elle avait essayé de résister à tomber, mais quelque part en chemin, elle avait déjà glissé. Malik prit sa main doucement, et cette fois, elle ne se retira pas. Sur le chemin du retour, Junior dormait sur la banquette arrière. Ada regarda par la fenêtre et murmura « Pourquoi moi ?» Malik la regarda. « Parce que tu te bats avec grâce, tu aimes sans orgueil, et tu vois de l'or dans la poussière. » Ada ne répondit pas, mais elle serra sa main fort. La semaine suivante, l'entreprise annonça une grande expansion, et Ada fut choisie pour diriger une des nouvelles succursales. C'était un grand pas en avant, une promotion dont beaucoup rêvaient, mais cela impliquait un déménagement. Elle devait choisir, rester en ville près de Malik ou accepter le nouveau rôle qui pourrait tout changer. Malik la rencontra ce soir-là. « J'ai entendu parler de l'offre, » dit-il doucement. « Je suis fier de toi. Tu l'as mérité. » Ada scruta son visage. « Alors, que dois-je faire ?» Malik sourit faiblement. « Quoi que tu choisisses, je te soutiendrai. Tu n'as jamais été mienne pour t'enfermer. » Ces mots étaient nobles, mais ils faisaient mal. Cette nuit-là, Ada s'assit à côté de Junior, le regardant dormir. « Devrions-nous déménager à nouveau ?» demanda-t-elle doucement. Il se tourna dans son sommeil et murmura « Seulement si tu y souriras encore. » C'était toute la réponse dont elle avait besoin. Le lendemain matin, elle refusa l'offre de déménagement et proposa une alternative, gérer un projet spécial localement. Le conseil accepta. La décision d'Ada suscita des murmures, mais elle s'en moquait. Elle forma une nouvelle équipe, entraîna de nouvelles recrues et prouva que sa loyauté était égalée par son intelligence. Malik garda ses distances, respectant son espace, mais leur connexion s'approfondit en silence. Ils n'avaient plus besoin de déclarations. Ils se comprenaient simplement. Un après-midi, alors qu'elle examinait des dossiers, Malik entra dans son bureau. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il. Il lui tendit une boîte. À l'intérieur se trouvait un pendentif doré en forme de poubelle avec une rose en éclosion. Ada halta et rit en même temps. « Sérieusement ?» Malik sourit. « C'est un rappel d'où tu as commencé et jusqu'où tu es arrivé. » Elle porta le pendentif ce jour-là et tous les jours suivants. Les gens le remarquaient, mais personne n'osait poser de questions. Ce n'était pas à propos du pendentif. C'était à propos de l'histoire. Elle portait la fille des ordures qui avait marché la tête haute, qui avait transformé le rejet en but, et qui maintenant siégeait à la table où les décisions étaient prises. Junior termina premier de son école, et Ada pleura pendant presque toute la cérémonie. « C'est ta mère ?» demanda un professeur à Malik, en désignant Ada. Malik rit. « Elle est plus que cela. » Après la cérémonie, Malik les ramena chez eux et plus tard emmena Ada pour une promenade sous les étoiles. « Je veux construire quelque chose de vrai, » dit-il. « Pas juste une entreprise, une vie avec toi. » Ada le fixa, le cœur plein. « Je n'ai jamais pensé que j'irais si loin, » murmura-t-elle. Malik s'approcha. « Alors allons encore plus loin ensemble. » Il ne sortit pas de bague. Pas de spectacle, juste une promesse dans ses yeux. Et cela lui suffisait. Ils s'embrassèrent sous la douce lumière de la lune. Et pour la première fois, Ada lâcha tous ses doutes, toutes ses peurs, toutes ses questions. Elle savait ce qu'elle voulait. Et cette fois, ce n'était pas juste survivre. C'était aimer. Un nouveau départ, qu'elle avait mérité. Des mois plus tard, Ada se tenait dans son propre bureau, avec des murs en verre, son nom sur la porte, et une place à la table des décisions. Junior fréquentait maintenant une des meilleures écoles, et chaque matin avant de partir,
Il la serrait dans ses bras et disait « Je suis fier de toi ». Elle vivait dans un appartement chaleureux avec des fleurs sur le balcon et la voix de Malik fredonnant souvent dans la cuisine. Les gens parlaient encore. Certains murmuraient qu'elle avait de la chance. D'autres essayaient de minimiser son ascension. Mais Ada connaissait la vérité. Elle n'avait pas de chance. Elle avait ramassé des ordures avec dignité, traversé l'humiliation avec fierté, et s'était élevée par pure volonté. Elle avait écrit son histoire, une page douloureuse à la fois. En passant devant une rue un après-midi, elle vit une jeune fille penchée sur un tas de cartons abandonnés, les triant avec des mains expertes. Ada fouilla dans son sac et en sortit une carte. « Viens me voir », dit-elle doucement. La fille leva les yeux, écarquillée. Ada sourit. « Ta vie est sur le point de changer. »